m'a demandé en fait d'être rédacteur en chef de ces deux produits, donc gynécologie et technique chirurgicale. Mon idée, ça a été d'abord de dire à quoi ça sert, parce que c'était un moment où l'EMC était devenu quelque chose qui était plus très attirant avec les vieux bouquins. On était au début de l'accès Internet, etc. Donc, il y a une réflexion entre Elsevier et le groupe de gynécologues obstétriciens, parce que bien sûr, je ne parle pas en mon nom, mais au nom d'un comité de rédaction. Ça a été de réfléchir comment on pouvait redonner envie aux gens de lire l'EMC et surtout peut-être d'écrire pour l'EMC. Il fallait modifier le langage, il fallait introduire les vidéos, retirer les vieux articles, dépoussiérer, si j'ose dire, les tomes précédents pour essayer de rendre une dynamique qui a pour but de ramener un lectorat de plus jeunes. Et là, Internet, c'est une façon de dire, quand on recherche une mise à jour, qu'il y ait une mise à jour un peu objective, pas trop ancienne, si possible, pas plus de 5 ans, de manière qu'on puisse se référer pour connaître un domaine que l'on survole et qu'on ne connaît pas bien. Pour les enseignants qui sont amenés à faire des cours, quelquefois on peut être amené à faire des cours sur des choses, pas qu'on ne connaît pas, mais qu'on a besoin d'un peu de réadapter. Et je trouve que l'EMC peut être aussi un soutien pour l'enseignement, que ce soit l'enseignement pour des infirmières, des sages-femmes, des externes, des internes. Et donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'essaye de développer les deux spécialités, j'en suis responsable. En fait, il y a une discussion sur qu'est-ce qu'on peut écarter, pas écarter. Ce qu'on écarte, c'est en gros ce qui n'apporte plus rien sur la façon de faire un diagnostic ou d'envisager une stratégie thérapeutique. Ensuite, il y a un certain nombre de nouveautés qui sont maintenant validées et qui n'apparaissaient pas de manière aussi importante dans les anciens chapitres. C'est ça qu'on réintroduit, et là avec des chapitres beaucoup plus courts. Historiquement, les chapitres de l'EMC étaient hypertrophiés. On sait très bien que à notre époque, l'expérience montre que les gens ils lisent plus 20 pages sur un domaine. Donc ça veut dire qu'il faut en fait trouver un style beaucoup plus percutant pour que on écrive du 2-6 pages, parce que là on va tout trouver tout de suite sans avoir l'impression de perdre 1 heure. Alors on perd jamais, mais au moins l'impression de dire oh c'est trop long. C'est dans cet esprit-là qu'on essaye d'évoluer. On a une spécialité qui est extrêmement large. La gynécologie, c'est la reproduction, c'est les pathologies fonctionnelles de l'utérus, c'est l'urogynécologie, c'est la cancérologie, c'est toute la pathologie du sein. Donc, c'est extrêmement large. Et il faut donc, dans les 4 tomes, en tout cas des manuels de gynécologie, on puisse se retrouver avec des liens, de passer de l'un à l'autre. Il faut qu'on couvre tout ce domaine. Et ça, c'est un élément important. Et parfois, il y a en plus couvrir un lien avec l'obstétrique. Mais quand on fait, par exemple, un chapitre sur la chirurgie de la reproduction ou sur un chapitre sur l'assistance médicale à la procréation, on est obligé d'intégrer certaines notions de conséquences potentielles sur les grossesses. Donc tout ça sont des éléments qui sont qu'on essaye de rendre vivants et qui font que notre spécialité elle a besoin d'être très diversifiée, tout simplement parce qu'elle est très large. Et surtout que le public de médecins, donc on espère de lecteurs, puisse arriver à se retrouver, parce que de plus en plus confrontés à des gens qui sont oncologues, qui sont plutôt endocrino de la reproduction tout en étant gynécologue, mais qui va avoir à un moment donné besoin d'informations sur un domaine de leur spécialité qu'ils ne maîtrisent pas tous les jours. Eh bien, l'EMC, ça sert à dire, moi, je suis devenu compétent parce que je fais que ça, mais je vais avoir besoin quand même de tirer un tiroir de temps en temps pour me retrouver, pour pas être has-been, parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas été confronté à telle ou telle chose. D'abord, c'est
c'est d'essayer de populariser l'accès à EMC Consult, c'est plus simple, que ça soit intégré dans des bases de données type Science Direct où on puisse se retrouver dedans, parce que dans la recherche qu'on va faire, ça peut être utile. Et puis ensuite, la façon dont on va s'y retrouver, c'est à partir des mots-clés, essayer à partir de mots-clés de qualité et en rajoutant EMC, de chercher quelque chose qui va nous aider immédiatement par rapport aux besoins et à l'accès rapide à la formation qu'on recherche. C'est vraiment dans le bureau, quand j'ai besoin d'une info ou quand on va préparer un staff, on va demander à nos internes, à nos assistants, tiens, il faudrait qu'on reparle de ceci, cela. Eh bien, c'est l'opportunité de dire, on va regarder. C'est pas sur le direct. Moi, je trouve que devant un patient, si on est sec sur la pathologie qu'il a, on va toujours avoir une idée pour dire on vous reverra dans X temps en ayant demandé tel ou tel examen, parce qu'on a quand même une petite idée de ce qu'il faut demander. Et puis ensuite, le temps qu'on revoit ce patient, on aura eu le temps de parfaire notre culture. Par contre, où on peut l'utiliser souvent, là, c'est l'apport de la vidéo. Je parle surtout sur le chapitre technique chirurgicale. On peut regarder une intervention avant pour la critiquer ou utiliser ce dont on a besoin de façon à être plus performant. C'est d'avoir une information actualisée rapide, c'est-à-dire pouvoir être d'emblée efficace dans ce que l'on recherche et dans ce que l'on a besoin. Il ne s'agit pas de faire toujours une biblio complète, on n'a pas toujours besoin de ça. C'est peut-être un digest, si j'ose dire, sur une thématique qu'on ne maîtrise pas très bien. Comme il y a des recommandations de plus en plus utilisées, qui sont des recommandations faites par le collège et la haute autorité de santé, et voire l'utilisation de recommandations internationales comme le NICE en Grande-Bretagne ou les données de la Cochrane, qui sont inclus maintenant dans les articles qui sortent, et bien pour cerner mieux une stratégie de prise en charge, on va plutôt utiliser les données de l'EMC que des données internationales, parce qu'on va trouver les mêmes choses et que c'est en français, et que pour plein de gens, ça peut être plus facile. Je vais reprendre un peu, je vous ai dit que j'étais gynécologue obstétricienne depuis 1984. La médecine que je faisais il y a 35 ans, elle n'existe plus. À l'époque, quand j'étais interne il y a 40 ans, il n'y avait pas d'écho. C'était le balbutiement. Et puis, l'endoscopie débutait. Tout a changé en 40 ans. Je ne sais pas si dans les 40 prochaines années, ça va changer aussi vite. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait une multitude de choses qui vont changer. Le rôle de l'AMC, c'est d'être sans perdre de temps sur toutes les nouveautés pour le donner en accès. Pour donner un exemple, on va aller dans les 5 ans qui viennent sur des nouvelles techniques mini-invasives de traitement de fibrome ou l'endométriose par les ultrasons focalisés, par la radiofréquence, par ces nouvelles techniques. Ceci n'apparaît quasiment dans aucun chapitre de l'AMC. Il est évident que dans 3 ans, dans 5 ans, il faut qu'il y ait des chapitres où il y aura des films, un texte, pour finaliser l'utilité, parce que les gens vont en avoir besoin tout de suite. Donc en fait, c'est cette adéquation presque à la modernité, si j'ose dire, mais en tout cas aux modifications de stratégie, c'est là où l'EMC ne doit pas rater le tournant. J'ai trouvé que pendant 20 ans, l'EMC n'a pas été assez vite dans cette poursuite de ces nouveautés. Maintenant, en tout cas, le rôle des comités de rédaction, c'est de ne pas rater ces tournants pour être tout de suite d'actualité sur toutes les nouveautés qui vont surgir.